Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à Étienne Chouard et à ses disciples ou à ses adeptes, ou appelez-les comme vous voudrez, à ceux qui se réclament de lui, qui trouvent en lui quelqu'un de vraiment passionnant, intelligent, qui va nous mener vers la lumière, d'humble, etc. Donc, déjà pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai invité Étienne Chouard sur Enquête et Débat pour une interview de plus de 2 heures, je crois, dans laquelle je lui ai très peu coupé la parole. C'était d'ailleurs difficile pour moi d'en placer une, si vous regardez la vidéo. Et j'ai organisé par la suite un débat que je trouvais intéressant sur la vraie démocratie entre Étienne Chouard et Yvan Blot. Bon. Et c'était un débat passionnant. Et depuis, j'en suis revenu, en fait, d'Étienne Chouard, parce que, sous des apparences comme ça, humbles, à l'écoute, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un, d'en fait, de très borné, de très peu ouvert d'esprit, justement, de très idéologisé. C'est peu de le dire, comme on va le voir juste après, et que c'était peut-être ça le danger. Entre autres, c'est l'apparence, vous savez, gentille, le bien, quoi. Sachant que tous les totalitarismes et toutes les dictatures se font toujours au nom du bien. Donc, derrière ces apparences, j'aimerais maintenant creuser avec vous, parce qu'il s'est passé un certain nombre d'échanges entre Étienne Chouard et moi par écrit, mais je pense que par oral, ça permettra d'aller encore plus loin. Donc, dans un premier texte assez virulent, je dois le reconnaître, dans plusieurs textes d'ailleurs, je lui explique en quoi, pour moi, il est quelqu'un de dangereux, et j'ai mis 2 ans à m'en rendre compte, parce que justement, ses apparences sont trompeuses, et en fait, son idéologie brutale, soutenant à peu près tous les massacres qui sont faits au nom de la gauche, en tout cas du bien, donc des pauvres, là, sont des massacres qui sont à la limite tolérable. Mais alors dès qu'il s'agit des riches, même s'il n'y a pas de massacre, alors là, ils sont coupables par essence, et ça me paraît quand même très grave, parce que ce n'est basé sur aucune morale déjà, quoi qu'on en dise, et sur aucun fait. Alors, il y a eu un certain nombre d'échanges entre nous, je ne vais pas les résumer ici, je vous renverrai sur Enquête et Débat si ça vous intéresse, mais vous allez voir que je reprends un certain nombre de ces objections, et que je vais les démonter une par une, parce que je pense que contrairement à lui, je suis quelqu'un de factuel, et dans mon long texte que j'ai publié, où j'explique ce que je viens d'expliquer là, je donne un certain nombre de faits, notamment qu'il y a une corrélation entre le développement du capitalisme et la baisse de la pauvreté, notamment je vous renvoie au texte. Eh bien, Étienne Chouard n'a répondu à aucun de ces faits-là, par d'autres faits, ce qu'il aurait pu faire. Il s'est contenté de me renvoyer à mes chères études et au fait que lui était pour les pauvres et moi j'étais pour les riches, donc c'était plié d'avance. Mais je suis désolé, il y a quand même un certain nombre de faits, et c'est ça que je lui reproche le plus aussi, c'est qu'il se réclame tout le temps des faits et de la démocratie, alors qu'en fait, il va clairement à son encontre, et je vais le démontrer. Alors, voilà ce que me dit Étienne Chouard, donc je vais le citer à chaque fois, je vais lui répondre très clairement, très calmement aussi, je suis très calme. Donc, sur l'ardoise sanglante du capitalisme, dit Étienne Chouard, on peut mettre notamment le chômage et la misère généralisée, rien que ça, jusqu'à ce que les affreux marxistes aillent tordre le bras des patrons pour obtenir de force, donc déjà, il reconnaît malgré tout qu'il y a une violence inhérente au marxisme, enfin bon, tes congés payés, ta sécu et ta retraite, ô Dieu privilégié que tu es aujourd'hui. Alors déjà, une première chose, moi je n'ai pas consenti à payer la sécu, mais ça m'est imposé en effet de force, c'est celui qui ne paye pas aujourd'hui pour la sécu, il va en prison directement, donc est-ce que c'est ça la logique du partage et de la démocratie d'Étienne Chouard, donc imposer par la force un système à des gens qui n'ont rien demandé, et qui aimeraient bien peut-être, si on leur demandait, c'est ça le référendum d'initiative populaire aussi peut-être, non, Étienne Chouard, la démocratie, si on leur demandait, peut-être ils aimeraient simplement gérer eux-mêmes leur santé. Non, ça ne paraît pas contradictoire avec la démocratie, c'est plutôt le fait d'imposer par la force, que ce soit la sécurité sociale ou la retraite,
Dans des pays libéraux, justement, on trouve une part de la retraite qui est par capitalisation, pas toute la retraite, mais ça peut être par exemple 10%. Ben non, en France, c'est 0%. Voilà, depuis que la gauche est au pouvoir dans ce pays. Donc, et notamment depuis Pétain, comme peu de gens le savent, mais c'est peut-être bien de rappeler ça. Notamment Étienne Chouard, qui semble donc l'ignorer, puisqu'il me dit que ce sont les marxistes qui ont tordu la main pour que j'ai ma retraite. Ben non, moi déjà j'ai pas de retraite, je suis petit entrepreneur, donc il est mal tombé. Je ne compte absolument pas sur l'État pour toucher une retraite, parce que je ne sais pas qui me la paiera, vu les courbes démographiques. Et puis en plus c'était Pétain qui a imposé la retraite par répartition. Donc bon, mais bon, je rappelle quand même que Étienne Chouard est prof d'économie, donc ça en dit quand même assez long. Ce genre sur l'ardoise sanglante du capitalisme, ça en dit assez long sur l'enseignement qui est donné aux jeunes dans notre pays, sachant que l'éducation nationale est aux mains du Parti communiste depuis l'après-guerre, mais ça ne dérange pas du tout Étienne Chouard, puisque c'est conforme à son idéologie, évidemment, qu'il s'est fait formater et transmettre directement du Parti communiste, de Moscou, j'allais dire, parce que ça vient de là, finalement. Mais ça, Étienne Chouard n'y voit absolument aucune entorse à la démocratie. Pour lui, c'est normal. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dénoncer ça. Donc, de toute façon, cette déclaration, c'est pas un fait, c'est une imprécation. Et je viens de démontrer en quoi les marxistes ne sont pas responsables de la sécurité sociale qui a été mise en place par le général de Gaulle. Donc, ça n'a rien à voir avec... Moi, je me revendique en plus de Gaulle. Donc, et la retraite, par répartition, c'est Pétain. Donc, de Gaulle et Pétain, à ma connaissance, ils n'étaient pas marxistes, ni l'un ni l'autre. Ils venaient plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite. Bon, alors, est-ce que Étienne Chouard se revendique aujourd'hui de l'extrême droite? J'en doute. Alors, ensuite, je cite toujours Étienne Chouard, l'exploitation des enfants. Ça y est, on est toujours dans les grands sentiments, là, l'exploitation des enfants sans le moindre scrupule, donc il met toujours ça sur le dos du capitalisme, bien sûr, tant que la loi ne se met pas en travers. Fin de citation. Alors, je vais citer là Jean-François Revel, qui nous manque bien depuis qu'il est parti, parce que dans la grande parade en 2000, qu'il a fait paraître chez Plomb, voilà ce qu'il disait. Donc, Étienne Chouard, écoute bien. Parce qu'apparemment, tu n'as pas lu ce livre-là, tu lis beaucoup les mêmes livres, encore et encore et encore. Je t'ai vu chez moi, tu les stabilotes 10 000 fois, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, entre parenthèses, de relire 10 000 fois le même bouquin et citer toujours la même phrase. Moins on a de livres, à mon avis, plus ça limite les capacités de réflexion. Mais bon, je te cite Jean-François Revel, que tu n'as pas lu apparemment, ou alors que tu as oublié si tu l'as lu. Je cite, des dizaines d'années avant l'apparition des premiers partis communistes, et même des premiers théoriciens socialistes. Ce sont les libéraux du XIXe siècle qui ont posé, avant tout le monde, ce qu'on appelait la question sociale. Le libéral Guizot fit limiter en 1841 le travail des enfants. Il n'était pas marxiste. Dans les usines, l'économiste ultralibéral Frédéric Bastien demanda le premier que l'on reconnaisse le principe du droit de grève. Eh oui. Le libéral Émile Ollivier convainquit en 1864 Napoléon III d'abolir le délit de coalition, ouvrant ainsi la voie au syndicalisme. C'est un libéral qui a fait ça. Et enfin, le libéral Pierre Waldeck-Rousseau fit voter en 1884 la loi attribuant aux syndicats la personnalité civile. Donc, Étienne Chouard, tout faux. Ensuite, la colonisation. Ah, la colonisation, voilà. Là, on découvre le vrai Étienne Chouard. Moi, il est vrai, complètement passé à côté, parce que j'étais intéressé par sa démocratie par tirage au sort, que je trouve encore une fois une bonne idée, mais il me semble que François Amanric est beaucoup plus proche de cet idéal-là, donc qui ne consiste pas à faire des riches un bouc émissaire, mais qui consiste à établir une véritable démocratie. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, en fait... Étienne Chouard met sur le dos, encore une fois, du capitalisme, la colonisation. Mais alors là, on se dit, mais Étienne Chouard, il faut étudier l'histoire. Tu es très fort peut-être sur la Grèce antique, mais alors, plus on se rapproche de nous, plus tu es nul. Donc, je te cite un autre extrait, donc sous l'influence de deux républicains et hommes de gauche,
Léon Gambetta et Jules Ferry, ça je pensais qu'avec ce qui s'était passé avec François Hollande récemment, qui faisait l'apologie de Jules Ferry, ça t'aurait remis un peu les pendules à l'heure, mais même pas. C'est Jules Ferry qui a accrédité l'idée de colonisation dans notre pays. Bon. Alors je cite, « La France de la Troisième République s'engagea dans la voie de la création d'un empire colonial. Si Jules Ferry fut le père de la colonisation républicaine française, il ne fit en réalité que mettre en pratique l'engouement que la gauche française nourrissait pour l'expansion coloniale. » Alors là, je vois pas de capitaliste. En 1879, avec une rare emphase, Victor Hugo, alors écoute bien ce grand capitaliste qui était Victor Hugo, selon toi, voilà son discours prononcé le 18 mai 1879 au banquet commémoratif de l'abolition de l'esclavage, en présence de Victor Schœlcher. Alors écoute bien là aussi, parce qu'apparemment ça t'a échappé, on parle bien de Victor Hugo. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Formidable. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup, résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Oh, tiens donc, Victor Hugo. Changez vos prolétaires en propriétaires. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez, on croirait la Bible. Et que sur cette terre de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l'esprit divin s'affirme par la paix et l'esprit humain par la liberté. Formidable. Donc Étienne Chouard, là, complètement à côté de la plaque. Il avait également déclaré, ce cher Victor Hugo, « Quelle terre que cette Afrique, l'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Afrique n'a pas son histoire. » Voilà. Et alors, j'aimerais savoir si Étienne Chouard dénonce toutes les colonisations, parce que, comme je le fais moi, par exemple, je dénonce celle d'Israël en Palestine, et je dénonce celle de la Turquie à Chypre. Est-ce que j'ai jamais entendu Étienne Chouard dénoncer toutes ces colonisations, et je citerai la plus grande colonisation qui a lieu depuis 1400 ans maintenant, c'est l'islam. Et oui, l'islam colonisateur. Alors quand j'entendrai Étienne Chouard dénoncer la colonisation de l'islam partout où il se trouve actuellement, où il a colonisé par la force, et par la violence, et par le massacre, et par la soumission, eh bien, je changerai mon avis sur Étienne Chouard. À mon avis, on en est loin. Alors, je le cite toujours. Un détail sans doute, veux-tu des précisions sur les mœurs et méthodes des capitalistes dans les pays qu'ils pillent en ton nom? Alors là, je vous ai apporté un livre quand même parce que c'est formidable. Étienne Chouard nous ressort cette non-pensée selon laquelle l'Occident aurait pillé les richesses du Sud lors de la colonisation. Alors voilà, là je vous cite un livre sorti récemment qui s'appelle « Le sans-papiérisme », où sont les papiers des sans-papiers, aux éditions Xenia, écrit par Luc Gaffier, que je ne connais pas, mais je vais vous citer Luc Gaffier, pages 65 et 66 de son livre, parce que il me semble que ça fait quand même tomber cette préjugé selon lequel on aurait pillé les ressources du Sud. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans les médias, où Étienne Chouard passe de plus en plus souvent d'ailleurs. Alors je le cite, « Il y a toutefois une légère faille dans ce raisonnement. C'est que les richesses naturelles n'existent pas, et que la pauvreté des uns ne peut pas s'expliquer par la richesse des autres, pour la bonne et simple raison que la pauvreté ne s'explique pas. C'est l'état naturel, premier et originel de l'humanité. Ce qui a besoin d'une explication, par contre, ce sont les mécanismes qui permettent le développement et la création de richesses. » Et là, on en arrive au cœur du sujet. Lorsque les Bédouins creusaient un puits dans le désert pour trouver de l'eau et qu'ils tombaient sur de l'huile de roche, c'était pour eux une catastrophe. Ils auraient pu dormir 1000 ans dans leur tente au-dessus du gisement de pétrole, qui ne représentait pour eux aucune richesse. C'est le travail et la peine des chimistes européens du 19e siècle qui passaient leur vie dans leur laboratoire. Ce sont des travailleurs acharnés qui avaient pour nom Gottlieb Daimler, Marcel Bouton, Louis Renault, qui ont conféré le statut de richesse à ce qui n'en était pas. Et cela vaut pour toutes les richesses abusivement qualifiées de naturelles. Les habitants du Katanga auraient pu danser pendant des siècles au-dessus de gisements de manganèse et d'uranium qui ne constituaient pour eux aucune richesse.
Voilà, donc là j'espère avoir balayé auprès d'Étienne Chouard et de ses suiveurs une belle idée reçue qu'on nous ressasse dans les médias gauchistes depuis des années et des années. Alors je continue de citer Étienne Chouard, parce que restons sur les faits. Alors il nous dit « Les dictatures sanglantes, type Pinochet, Videla, Franco et autres équivalents africains ou asiatiques absolument partout dans le monde », notez le partout en majuscule en plus, il y a des dictateurs libéraux partout maintenant, pour mater tous ces peuples de gueux que la misère et l'oppression insupportent, dictature bien capitaliste, Jean, tu m'entends. Bien, alors moi je suis désolé, mais enfin il y a des faits, les dictateurs ne sont pas libéraux, mais il se peut qu'ils mettent en place une politique libérale. Un dictateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut se servir de l'État, d'accord, pour diriger son pays d'une main de fer, parfois dans un gant de velours, mais enfin souvent c'est pas le cas, et donc ça n'a rien de libéral. Le libéralisme, pour revenir sur des bases qui apparemment ne sont pas acquises, c'est la réduction de la taille de l'État au minimum, c'est-à-dire les fonctions régaliennes et éventuellement quelques fonctions stratégiques, et encore là déjà il y a beaucoup de débats parmi les libéraux pour savoir si on doit dépasser les fonctions régaliennes. Et tout le reste, ça doit être géré par le marché. Et là, je parle des libéraux, d'accord? Donc, dire qu'un dictateur déjà est libéral, c'est quasiment contradictoire. Mais le fait est que des gens comme Pinochet, par exemple, ont mis en place un libéralisme qui a sorti un certain nombre de gens de la pauvreté. Et ça fait hurler Étienne Chouard, mais ce sont des faits. Je n'y suis pour rien, je t'assure. Et c'est pas parce qu'on dit, qu'on rappelle ces faits, qu'on entérine pour autant la dictature. Moi, je condamne la dictature de Franco, de Pinochet et de Videla. Je n'ai jamais accrédité ces dictatures. Je me bats contre tous les totalitarismes et contre toutes les dictatures, contrairement à toi. Donc, je ne vois pas pourquoi je soutiendrais quoi que ce soit. Mais Pinochet était parti du pouvoir sur un référendum perdu. Donc déjà, son aspect dictatorial, là, c'est un régime militaire, ça c'est indéniable. C'était un dictateur, ça c'est indéniable aussi, mais comme De Gaulle, on pourrait faire la comparaison à ce niveau-là, il est parti sur un référendum perdu. Je ne connais pas beaucoup de dictateurs qui sont partis sur un référendum perdu. Et alors Franco, je suis désolé, mais Franco, pourquoi est-ce que tu le classes parmi les libéraux? Franco, il a remis en place le roi en Espagne, la monarchie. Ça n'a rien de libéral, c'est même anti-libéral. Les libéraux n'ont jamais soutenu aucun roi. Bon. Et aucun... Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien dans la doctrine libérale qui dit qu'il faut mettre la monarchie. Bon. Donc, voilà, je pense avoir traité ce point qui me paraît bien peu argumenté, factuellement. Alors, Étienne Chouard me dit dictature imposée par les industriels et les banquiers, pas les marxistes, Jean. Grand privilégié que tu aimes tant apparemment. Donc il me dit que moi, j'aime les banquiers. Je sais pas. En tout cas, je constate, et ça, Étienne Chouard ne veut pas le constater, parce que pour lui, les banquiers, c'est le mal, et le mal, c'est le libéralisme, donc il doit tout faire rentrer dans ce cadre-là. Or, il y a les faits. Et les faits nous disent quoi? En France, notamment, les plus grandes banques, les 6 plus grandes banques françaises, sont dirigées par des inspecteurs des finances. Voilà. Et je ne sache pas que les hauts fonctionnaires soient des grands apôtres du libéralisme. Quand on sort de l'ENA, on a en tête les fondamentaux de l'État et de l'étatisme et du socialisme, voire du communisme. Mais on n'enseigne pas à l'ENA les fondamentaux du libéralisme, c'est-à-dire réduire la taille de l'État. Sinon, il y a tant d'énarques au pouvoir, on aurait vu l'État réduire sa taille depuis 30 ans. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Sous De Gaulle, il y avait un État qui faisait 34% du PIB. Aujourd'hui, il fait 57% du PIB. Donc là, franchement... Et alors, les industriels, je ne sais pas ce que c'est, moi, les industriels. Il y a des industriels qui sont en collusion avec l'État. Généralement, plus une société est grosse, plus elle est en collusion avec l'État, plus elle demande de faveurs à l'État, de niches fiscales, de réduction d'impôts, etc. Et plus une entreprise est petite, plus un industriel... Moi, je dirige 2 sociétés qui ont quasiment aucun salarié.
l'État, c'est mon ennemi, voilà, parce que il m'agresse tous les jours, en m'agressant avec des impôts, avec des choses à payer pour former des gens que je ne verrai jamais dans ma vie, pour payer une retraite à laquelle je n'aurai jamais droit, pour payer des cotisations d'ACEDIC auxquelles je n'aurai pas droit si je fais faillite, etc., etc. Voilà. C'est ça aujourd'hui l'État pour moi. Donc plus l'État me fout la paix, mieux c'est. Donc quand tu dis les industriels, ça ne veut rien dire, c'est une catégorie comme ça, imaginaire, qu'on invente pour mieux la caricaturer. Ensuite, alors on arrive toujours au discours moral. Je suis résolument du côté des pauvres, Jean. Et toi, apparemment, résolument du côté des riches. Et alors là, je vais donner à Étienne Chouard un petit sobriquet, parce que là, franchement, c'est tellement énorme. Effectivement, Étienne Chouard est du côté des pauvres, mais il souhaite qu'il reste pauvre. C'est ça le problème. C'est que moi, je ne souhaite pas qu'il reste pauvre. C'est-à-dire, est-ce qu'un pauvre qui s'enrichit est encore digne d'intérêt pour Étienne Chouard? Je ne le pense pas, puisque lui défend les pauvres. Et effectivement, plus on est en pays socialiste, plus il y a de pauvres. Donc c'est pour ça qu'il est socialiste, certainement. Mais Étienne Chouard, je l'ai surnommé l'ami des pauvres qui reste pauvre. Voilà. C'est pas l'ami des gens qui veulent s'enrichir. Ça, certainement pas. Parce que pour lui, dans enrichir, il y a riche. Et riche, c'est le mal. Vous avez compris? Donc, moi, c'est sûr que je suis pas du côté des pauvres qui restent pauvres. Donc, je ne suis pas du côté du socialisme et du marxisme. Je suis du côté du libéralisme qui enrichit les gens. C'est ce que disait Guizot déjà il y a quelque temps. Enrichissez-vous. Alors, alors voilà, ça je l'ai dit. Étienne Chouard continue. Malgré cette totale divergence de fond, ce qui nous permettait de nous parler calmement et intelligemment jusque-là, c'est une priorité commune donnée à la liberté d'expression, la vraie. Je ne sais pas où tu en es, mais moi, je n'ai pas changé. Bon. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas changé par rapport à quoi? Par rapport au socialisme et au marxisme? Ben, il n'y a pas de liberté d'expression dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Étienne Chouard? Il veut mettre en place la liberté d'expression qu'il y a dans ces pays-là? Bon. Les pays libéraux, eux, développent, dans leur immense majorité, et à quelques exceptions près, la liberté d'expression. C'est le premier amendement des États-Unis. Et alors, plus on développe le libéralisme, plus la liberté d'expression se développe. Et Internet, sur lequel Étienne Chouard est fourré toute la journée, eh bien, ça vient des États-Unis parce qu'ils ont le premier amendement. Donc, j'ai déjà expliqué ça pour Soral, mais apparemment, ça a du mal à rentrer. Donc, me faire des leçons en plus à moi de liberté d'expression, alors que sur mon site, je donne la parole absolument à tout le monde, y compris à Étienne Chouard, 2 fois 2 heures. C'est un peu fort de café quand sur son site à lui, à ma connaissance, il ne donne pas la parole à ses opposants. Donc, la liberté d'expression, j'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de ce côté-là, d'autant plus que je fais la promotion des gens qui ne passent jamais dans les médias et qui ont écrit des livres, contrairement à Étienne Chouard. Donc j'ai fait ces recherches-là, j'ai découvert qu'Étienne Chouard n'avait pas écrit de livre, sauf 2 manuels, un sur Access et un sur Excel. Et c'est quelqu'un qui se dit sérieux, mais qui commence déjà à écrire des livres. Et là, on pourra peut-être commencer à le prendre au sérieux, parce que ne pas avoir écrit de livre quand on a son âge, il est beaucoup plus âgé que moi, Étienne Chouard. Parce que... Bon, alors, on continue, parce que les bêtises s'amoncellent avec Étienne Chouard, malheureusement. On peut citer une analyse remarquable de Marx, et il y en a beaucoup, je ne savais pas. Mais il faut retirer ces œillères anti-marxistes. Ce n'est jamais bon, les œillères, quelles qu'elles soient, sans être marxiste. Bon, cette déclaration, moi, je suis désolé, mais on remplace Marx par d'autres dictateurs ou d'autres penseurs totalitaires, et ça marche plus, parce que il y a des gens dont il faut clairement s'écarter, mais depuis 50 ans ou plus, on nous a dit que le Parti communiste était le parti du bien, des 75 000 fusillés, ce qui est faux, etc., de la résistance, en oubliant le pacte germano-soviétique. L'éducation nationale a bien fait son travail aux mains du Parti communiste et des syndicats, donc maintenant, le Parti communiste, on n'a plus le droit de le critiquer. Donc, je ne suis pas sûr que si on remplace Marx par un autre nom, il y en a tellement, mais qui sont aujourd'hui classés soi-disant à l'extrême droite, cette phrase, Étienne Chouard ne pourrait pas se l'approprier, donc selon laquelle ce n'est jamais bon les œillères quelles qu'elles soient. Je pense que il faut une liberté d'expression la plus large possible, mais qu'au bout d'un moment, il y a des gens qu'il faut exclure de la pensée saine parce qu'ils ont donné tant d'horreur. Alors justement,
il continue là-dessus, il dit « Je ne me sens pas du tout marxiste, plutôt proudhonien ou kropotkinien. Connais-tu Proudhon et Kropotkin, Jean ?» Alors, j'avoue, moi, j'ai pas une immense culture politique de gauche, donc là, je travaille sur un livre qui s'appelle « Le livre noir de la gauche », qui paraîtra bientôt, et ça m'a amené à m'intéresser à ces gens-là, dont me parle Étienne Chouard, notamment Proudhon. Et alors voilà la citation que j'ai trouvée de ce cher Proudhon, dont se réclame Étienne Chouard, alors c'est très intéressant, c'est cité par Ralph Fron en 1997. Donc Ralph Fron, une organisation de gauche, voire d'extrême gauche, antiraciste, militante. Alors, juif, faire un article contre cette race, dit Proudhon, qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple, demander son expulsion de France, à l'exception des individus mariés avec des Françaises, abolir les synagogues, ne les admettre à aucun emploi, poursuivre enfin l'abolition de ce culte. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le juif est l'ennemi du genre humain. Parce que j'ai besoin de continuer. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Voilà, ça continue comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça dont Étienne Chouard est très fier, parce que il se trouve que Karl Marx aussi, alors nous dit Ralph Fron, contribue à implanter l'idée selon laquelle le socialisme implique une dose d'antisémitisme en motivant l'amalgame entre judaïsme et bourgeoisie. Et malheureusement, je dois constater, et c'est la raison de mon article assez virulent contre les idées d'Étienne Chouard, et pas contre lui, moi j'ai rien contre lui, mais enfin ce sont ses idées qui sont en cause là, c'est que il va vers cette pente qui est vraiment très glissante, en me disant tout le bien qu'il pense d'Alain Soral, etc., etc. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut dire stop à des idées qui sont inacceptables. Donc, bon, Ralph Fron continue avec Blanqui. Il aurait pu me citer Blanqui, Chouard, je sais pas, parce que pour Blanqui, le suffrage universel, c'est l'intronisation définitive des Rothschild, l'avènement des Juifs. Alors évidemment, Étienne Chouard n'a jamais fait de telle déclaration, mais enfin, quand on se réclame de Proudhon, sans savoir ça, alors soit on ne le sait pas, et à ce moment-là, il faut se renseigner, parce que soit on le sait, et dans ce cas-là, il faut s'en défaire. Et alors, il me cite Kropotkin. Alors moi, j'avoue que Kropotkin, je connaissais pas très bien. Alors voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc déjà, Kropotkin est issu de la haute noblesse moscovite. Donc le modèle d'Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui est issu de la haute noblesse. Bon, ça le regarde. Théoricien anarcho-communiste, donc déjà communiste, qui fonde en 1879 le journal Le Révolté, dans lequel il écrit, je cite, « La révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite, tout est bon pour nous qui n'est pas la légalité. » Intéressant. Alors ça, c'était le 25 décembre 1880. Quoi, alors donc Étienne Chouard se reconnaît dans ses idées de terrorisme par la violence. 10 ans plus tard, Kropotkin désapprouve les attentats anarchistes, mais sans condamner leurs auteurs. Donc il avait bien évolué, le gars. Alors je cite, « Un édifice basé sur des siècles d'histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d'explosifs. » Donc il faudra qu'Étienne Chouard nous explique s'il est pour le terrorisme violent ou uniquement s'il défend les auteurs terroristes sans défendre le terrorisme. Ça m'intéresse beaucoup. Enfin, il prône la collectivisation des moyens de production et des biens obtenus. Voilà, on y arrive, vous voyez. Toujours ce communisme et la paupérisation qu'il entraîne. Donc Étienne Chouard est bien l'ami des pauvres qui restent pauvres, malheureusement. Ainsi qu'une rationalisation de l'économie et la création de communes autosuffisantes, donc ce qui n'a marché nulle part. Voilà, c'était en 1890, au 19e siècle, il y a eu le temps, ça n'a marché nulle part. Pendant ce temps, le capitalisme a libéré des centaines de millions, voire des milliards de personnes de la pauvreté. Mais ça sont des faits qui sont absolument horribles pour Étienne Chouard, parce que ça contrevient à son idéologie. Mais enfin, l'idéologie, si on n'est pas un idéologue, on remet en question son idéologie, on remet en question à l'aune des faits dont il se dit si attaché. Alors après, Étienne Chouard me fait un procès d'intention en me disant que je ne serais pas à la recherche de justice sociale. Es-tu toi-même contre la justice sociale, Jean ? Mais alors ça, justice sociale, c'est un blabla qu'on entend partout dans les médias. Tout le monde est pour la justice sociale et ça permet de dire qu'on est dans le camp du bien sans dire comment on y arrive et pourquoi.
Voilà, donc c'est bien l'illustration qu'Étienne Chouard est de gauche, de ce camp de la morale, qui se place au-dessus des faits, qui dit voilà, moi je suis bien et vous, vous êtes mal. Bon, simplement, ça n'avance absolument rien. Alors, je ne peux malheureusement pas vous répondre ni me défendre ici, puisque Jean me censure carrément, ajoute Étienne Chouard, en ne laissant passer que mes petits commentaires amusés, mais en bloquant mes commentaires un peu circonstanciés. Donc en fait, moi je m'occupe déjà du site Enquête et Débat seul, et toute la journée. Mais quand je dois m'absenter quelques heures, y a des commentaires qui ne sont pas validés tout de suite. Alors souvent les gens, Jean-Robin, vous m'avez censuré. Et non, parce que dès que j'arrive, je les vois et je les valide. Mais alors là, il s'agissait de commentaires comme c'était le premier commentaire d'Étienne Chouard sur mon site. Eh bien, c'est un commentaire qui a été mis en indésirable automatiquement par WordPress, comme ça peut arriver sans que j'y sois pour rien. Et donc, quand j'ai été informé de ça, j'ai été chercher son commentaire, puis je l'ai remis en ligne. Et alors après, Étienne Chouard a dit « Mais non, Jean-Robin a censuré mon gros commentaire. » Alors j'ai appris qu'il y avait un deuxième commentaire, donc j'ai été le voir, je l'ai retrouvé de l'indésirable, et je l'ai publié en une. Mais ça illustre bien, si vous voulez, à quel point Étienne Chouard est dans le complot. Hein, malheureusement, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui peut lui donner une manière de dire « Ah oui, vous voyez, c'est bien ce que je disais. » Et en plus, j'ajoute que Étienne Chouard est quelqu'un qui va valoriser la vitesse. Là, on est dans le monde, il faut réagir dans la dixième de seconde quasiment, donc vous êtes dans le monde de l'ultra-libéralisme, dans l'ultra-capitaliste. Étienne Chouard qui voudrait que Jean Robin tout seul, qui gère déjà un site entier où il y a des centaines de commentaires qui sont postés chaque jour, réagisse comme ça à la minute, sinon, etc. Donc ça me fait penser plutôt aux transactions à la bourse qui ont lieu en un millième de seconde et qu'Étienne Chouard voudrait que je sois aussi rapide que ça. Non, désolé Étienne Chouard, je suis humain, mais c'est-à-dire que ça me fait penser cette histoire à Marc Blondel, vous savez, ce grand syndicaliste qui se targuait d'avoir toutes les valeurs du monde et d'imposer aux patrons, ces salauds de patrons qui exploitent leurs pauvres employés. Eh bien, lui, il a été pris la main dans le pot de confiture en train de faire travailler ses chauffeurs beaucoup plus que la loi ne l'autorisait à le faire. Il a même été condamné très durement au prud'homme. Je crois qu'il a dû payer des centaines de milliers de francs à l'époque, pour pas dire d'euros, mais ça je suis pas sûr là-dessus, une somme énorme, mais ça c'est typique de la gauche, c'est-à-dire on va reprocher à l'autre ce qu'on est incapable de faire soi-même. Bien, alors, Étienne Chouard continue, bien sûr, personne, ni Marx ni un autre, ne peut être tenu pour responsable de ce que ces idées deviennent dans les cerveaux intégristes, donc je serai intégriste, qui défigurent ces idées. Ah non, pardon, il ne parle pas de moi, là, il parle des marxistes qui auraient mal compris Marx. Incriminer Marx, ou mieux encore, incriminer ceux qui invoquent la moindre pensée de Marx, ça c'est moi par contre, comme responsable de toutes les horreurs produites par les marxistes, me semble être le comble de l'injustice. Pour lui, c'est ça le comble de l'injustice, c'est pas que les pauvres restent pauvres à cause du marxisme, c'est que ce qu'il vient de dire. On est responsable de ce qu'on fait, pas de ce que font les autres, dans un état de droit en tout cas. Alors là, quand même, cette déresponsabilisation totale de Marx me paraît affligeante, comme s'il n'était pas responsable de ses propres écrits, justement. Et c'est un refus du réel absolument total, parce qu'il y a des dizaines d'exemples qui montrent que tous ceux qui ont essayé d'appliquer plus ou moins bien ce que Marx avait écrit, donc dans des régimes marxistes, étaient tous des dictatures. Bon. Alors, je vais vous citer, cette fois, un livre qui s'appelle « La littérature oubliée du socialisme ». Voilà, je ne sais pas si on le voit, de George Watson, qui est sorti dans l'omerta médiatique totale, préfacé par Jean-François Revel. Et alors, il nous rappelle un peu, dans un chapitre qui s'appelle « Marx et le génocide », ce qu'il en était. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner, Étienne Chouard, et il faut regarder un peu la réalité en face, c'est-à-dire que le gars que tu cites tant et plus en disant « oui, il a dit énormément de choses intéressantes », eh ben, c'est un gars qui justifiait le génocide, d'accord? Et on ne parle pas là du génocide des Juifs, donc moi je ne suis pas dans la judéomanie. Alors, voilà ce qui nous dit George Watson, page 173 de son livre, dans le chapitre « Marx et le génocide ». Donc, le génocide est une théorie propre au socialisme. Engels le réclamait dès janvier-février 1849 dans un article sur les troupes de Hongrie, publié dans la Neue Rheinische Zeitung de Karl Marx, un texte maintes fois cité et traduit et dont Staline recommanderait la lecture dans son livre « Les principes du léninisme » en 1924.
Donc là, c'est bien Marx, d'accord? C'est pas Staline. Staline a utilisé déjà ce texte, mais c'est Marx qui en parlait le premier, avec Engels. Ensuite, page suivante, page 174. En janvier 1894, Engels écrit à Borgius. Pour nous, les conditions économiques déterminent tous les phénomènes historiques, mais la race elle-même est une donnée économique. Fin de citation. Une évidence selon George Watson, si l'on se rappelle les théories de la supériorité raciale des Blancs adoptées par les fondateurs du marxisme. Voilà, donc ça c'est un peu pour remettre les pendules à l'heure. Ensuite, page 176. De même, dit George Watson, pour un passage d'un article titré « Révolution et contre-révolution en Allemagne » dans la Neue Rheinische Zeitung de mars-avril 1852. Article, alors cette fois signé par Marx, carrément, mais peut-être rédigé par Engels, dans lequel on condamnait à l'extinction les créoles français et espagnols récemment asservis en Amérique centrale par la race anglo-saxonne et aussi, ouvrez les guillemets, ces peuplades moribondes, les Tchèques, les Slovènes, les Dalmates, etc. Car ces gens devaient se soumettre au verdict sans appel de 1000 ans d'histoire, et toute régression est exclue. Il fallait que ces gens se résignassent au pouvoir de la nation allemande de subjuguer, absorber et digérer ses anciens voisins d'État. De l'Est, pardon. Voilà, donc là, ah non, il y a encore une dernière citation. Alors là, c'est George Watson qui parle. La vision socialiste du génocide tire donc également son origine du darwinisme, perfectionné par l'eugénisme, ce qu'écrivait Engels et publiait Marx en 1849, soit plus de 12 ans avant la promulgation de l'eugénisme, représentait un concept totalement neuf et spécifique au socialisme, totalement neuf et spécifique au socialisme. Bref, aucun autre mouvement politique ou parti ou théoricien ne s'était jamais déclaré favorable à l'extermination raciale avant 1849. Voilà les références de ce cher Étienne Chouard qui dit qu'il lit, soit il a lu ça, et alors là c'est criminel, soit il l'a pas lu, et à ce moment-là, il faut absolument qu'il change ses références, parce que voilà ce dont il fait la promotion, tout en dédouanant Marx de toute responsabilité dans ses écrits. Bien, alors, j'en ai terminé, et donc je vais, là aussi, comme j'ai lancé 2 défis à Alain Soral qui sera incapable de relever, parce que lui aussi il pérore beaucoup, bon, avec une forme qui le dessert plus qu'Étienne Chouard, parce qu'au moins Étienne Chouard, moi j'ai mis 2 ans à comprendre qui il y avait derrière. Bon, Soral, j'ai assez rapidement compris. Maintenant, j'aimerais lancer donc 2 défis à Étienne Chouard. Et c'est là où je voulais en venir, parce que au bout d'un moment, on pérore beaucoup, mais les faits, ça compte. Donc, j'aimerais que Étienne Chouard nous trouve un seul pays marxiste, je ne demande pas 36 000, hein, mais un seul pays marxiste, dans le présent ou dans le passé, pas de problème, qui ne soit pas une dictature. Hein, ça m'intéresse beaucoup. Sachant qu'il en existe évidemment des dizaines, il existe des dizaines d'exemples libéraux, qui ne sont pas des dictatures et qui sont libérales, évidemment. Et alors, un deuxième défi pour Étienne Chouard, donc bon courage déjà pour le premier, j'aimerais qu'il me trouve et qu'il nous trouve tous ensemble, qu'on recherche, parce que le net, c'est vaste. Est-ce qu'il y a un seul pays marxiste, un seul, hein, là aussi, où la pauvreté, puisque Étienne Chouard se dit très attaché à la pauvreté et à son recul, j'aimerais qu'il me trouve un seul pays marxiste où la pauvreté a reculé depuis 30 ou 50 ans. Un seul. Sourcé évidemment, factuellement. Bon courage, parce que il en trouvera énormément de pays où le libéralisme s'est développé et où la pauvreté a régressé considérablement, parfois même en moins de 30 ans, si on regarde l'Inde, si on regarde la Chine et tant d'autres. Mais alors des pays marxistes, là, il aura beaucoup, beaucoup plus de mal. Bon courage à lui et ouvrez les yeux sur Étienne Chouard. Merci.